Bonjour à tous, c'est Maxime de l'ITV Investissement. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un stock américain, c'est Paramount Global, né de la fusion entre deux groupes, deux très très grands groupes, avec le premier, le groupe de cinéma, etc. Là, vous voyez que maintenant, elle fait dans le service de vidéo à la demande. Avant de commencer, disclaimer, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit financier ou placement financier, elle a simplement un but analytique, je vais vous présenter quantitativement et qualitativement une entreprise. Là, on se retrouve sur le site de Yahoo Finance, où là, j'ai le transcript de Paramount, et j'aimerais juste voir les derniers trucs que nous disent le PDG qui sont très très importants. Donc là, on nous dit, aujourd'hui, il voudrait se focus sur quatre importantes choses, donc l'affiliation, la souscription, les revenus et l'advertising. Donc on nous dit que les films qu'on a fait ont réussi à faire du free cash flow. Ça c'est cool parce que vous savez que les films, c'est assez difficile de faire du free cash flow comparé à tout ce qu'on peut faire, hein. Le film, c'est souvent des investissements, comme on dit, des coups de couteau dans l'eau, des coups de poing dans l'eau. On nous dit d'abord qu'avec l'affiliation et le subscribe revenu, on a monté 12% sur le Q2. C'est pas mal, donc là on parle de 12% year of the year, effectivement, donc là on nous dit juste 12%, ça veut rien dire, hein. On parle par rapport au Q2 de 2022. Ensuite on nous dit que le D2C subscription, c'est un revenu qui a monté de 47%, surtout drivé par Paramount+. Voilà, Paramount+, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, donc forcément on est encore sur un grand nombre de nouveaux clients, donc c'est assez intéressant sur ça. Peut-être que voilà, Paramount+, ça peut être quelque chose d'intéressant. Il nous dit qu'on est beaucoup plus gros back of the year à la même période. Donc on est beaucoup plus gros que l'année précédente à la même période. Donc ça c'est intéressant. On voit que si on regarde par contre niveau graphique à la même période, ici, voilà, donc on était sur des données ici, et maintenant on est sur des données ici. Alors après, bien sûr, c'est parce qu'on était valorisé ici à 6, là on est à -8. Donc sûrement qu'il y a eu des choses qui ont baissé. Vous voyez qu'ici on avait des marges normales, hein, 15, 15, 15, etc. Et là, en fait, on arrive sur des marges complètement négatives, hein. L'entreprise, apparemment, maintenant, elle ne fait plus d'argent et le marché la sanctionne très, 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 très sévèrement. Ici, on voyait qu'on a eu des PE à 24. Voilà, au maximum, on a été valorisé à 24 fois ses bénéfices. Et vous voyez que d'ailleurs, ici, en fait, il y avait des volumes complètement monstrueux, hein. Regardez-moi ces volumes, hein. Vous les voyez à gauche, on est sur du 200 millions, 500 millions au maximum, ici. Et là, sur cette belle baisse, on était sur 400 millions. Moins 50% en un week. Voilà, je suis en week, hein, donc moins 50% sur un week parce on a eu une annonce qui a sûrement fait beaucoup de mal à l'entreprise. On va regarder ça tout de suite en termes de finances. Donc qu'est-ce qu'on va regarder? Une capitalisation à 10 milliards, un rendement du dividende. Donc déjà, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un dividende sur ce genre de boîte. Vous voyez que déjà qu'on a un EPS basique qui est négatif. On va regarder le compte de résultat. Alors en annuel, on est sur un résultat qui de 2016 à 2022 a fait pratiquement x3. Donc ça c'est intéressant à regarder. Vous voyez que ensuite on va regarder en TTM, donc par rapport à 2022, est-ce que les résultats étaient au-dessus? On voit que non, ça a l'air d'être des résultats toujours aussi bons. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, quand on avait un 8 milliards avec des coûts de marchandises à 5, là on est sur 6. Donc on a augmenté de 500 millions avec un revenu qui a un petit peu baissé par rapport au QK 2021. C'est assez dommage. Donc ça, on parle uniquement du revenu. Donc ça, c'est lié bien sûr aux marges, hein. On va regarder le revenu net ici. Donc vous voyez qu'on est sur des revenus nets qui baissent. En fait, on ne fait plus d'argent depuis 2023. Alors peut-être que effectivement les revenus nets n'ont rien à voir avec les cash flows. Donc on va les comparer. Et on peut voir que les cash flows sont toujours négatifs et pratiquement tout le temps. Même quand en Q4 on avait gagné de l'argent, ils étaient négatifs. Alors ensuite, il faut regarder qu'est-ce qu'on en a fait, hein. Donc là, on voit cash les activités d'exploitation. Vous voyez qu'en 2023, on a rien gagné, hein. On est complètement en bas, hein. Qu'est-ce qu'ensuite on fait avec de l'argent qu'on n'a pas? On va aller acheter des placements, on va aller faire de la dépense d'immobilisation alors qu'on n'a pas d'argent. Donc comment on se finance sur ça? On va voir ici. Émission de la dette, apparemment, il n'y en a pas. D'accord. Ici, on voit qu'on l'a remboursé. Émission d'action, on voit qu'on n'en a pas. On voit qu'on verse un dividende alors que on n'a pas d'argent. Alors peut-être que l'entreprise a beaucoup de liquidité et qu'elle l'utilise. On voit que voilà, vous voyez que la liquidité ici était à 6 milliards et là on est à 1,7 milliard. Donc en fait, elle ne fait pas d'argent et elle continue d'utiliser sa liquidité. Alors ensuite, j'aimerais bien voir ici. Alors liquidité en 2016, on était à là. Ok, ok, ok. Donc en fait, en 2021, on a réussi à masser énormément de liquidité. Je ne sais comment. Alors peut-être que c'est une entreprise qui croit en termes d'acquisition parce qu'on voit que ses actifs ont pas mal augmenté. Alors ensuite là ça baisse, mais c'est seulement les liquidités basiques. On va voir total en actifs immobiliers. On voit que ça a augmenté, hein. Alors on voit qu'on investit à long terme dans des entreprises, donc ça c'est assez intéressant. On a à peine
de quoi produire. Donc ça, c'est normal en vrai pour une entreprise comme ça. Bon, on a quand même, c'est 30% hein, l'usine et l'équipement par rapport à la capitalisation, mais en fait l'entreprise elle est faiblement capitalisée, d'après moi, par rapport aux chiffres qu'elle génère. Ouais, enfin, si vous êtes d'accord, hein, on est ensuite, qu'est-ce qu'on va voir en gros, immobilisation incorporelle, en net, voilà, on est sur 19 millions. J'aimerais bien voir son goodwill. Voilà, on est sur un goodwill qui est à 30 milliards. Donc en fait, on a vraiment énormément de. Comment ça s'appelle? On a énormément de propriété intellectuelle, bah, étant donné qu'on est sur Paramount, donc Paramount qui est un des plus grands catalogues de films et euh, un des plus grands créateurs de films du monde, en tout cas toujours vivant, hein, parce qu'il nous reste qui? Il nous reste Universal, sûrement la Fox. Après la Fox, bien sûr, ils produisaient pas autant de films, hein, mais ouais, à part Universal, franchement, la plupart ils ont coulé, hein, donc il nous reste ouais, Paramount, Universal. On va voir ses revenus, donc on voit que Télévision Média, ça a augmenté énormément, donc potentiellement qu'ici on a fait de l'acquisition, c'est justement le fait d'avoir fait en 2018 et 2019, voilà, vous avez vu la différence entre ici, on était sur Paramount et maintenant on est passé sur Paramount Global, donc on a récupéré Télévision Média qui en plus ont eu une assez grosse montée, donc c'est vraiment assez intéressant. Ensuite, on voit que je pense qu'à partir d'ici, on a dû mettre voilà, peut-être entertainment et local media au pire dans télévision. Vous voyez qu'il faut regarder un petit peu tout ça. Film entertainment, vous voyez que ça a augmenté pas mal. Alors potentiellement, on est sur le graphique de Global et ensuite avec Paramount. Je ne sais pas exactement. Donc ce que maintenant j'aimerais regarder là-dedans, c'est vu qu'il y a peut-être plus de personnes, c'est ce qu'on nous dit, hein, on nous dit voilà, qu'il y a eu 47% de plus de subscribers, etc. On a eu une augmentation des pubs de 21%. Donc on a beaucoup plus de personnes qui sont prêtes à mettre des pubs sur ce genre de business-là qu'avant. Donc ça peut être assez intéressant. On va regarder tout de suite là, est-ce que les marges brutes sont bonnes? Parce que j'imagine qu'elles devraient augmenter. Les marges brutes, on est à 30, ici on est à 20, d'accord. Donc les marges brutes, elles sont pas extraordinaires. Alors ensuite, vous voyez que voilà, on a pas mal re-augmenté. Alors ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais vous voyez, voilà, les marges nettes, en fait, elles sont inexistantes, hein. Donc l'entreprise ne fait pas d'argent, même en marge opérationnelle. Vous voyez que par rapport à ce que lui coûte tout ce qu'elle doit faire, en fait, même en marge opérationnelle, il n'y a pas un euro là. Ici, ça lui coûte beaucoup trop ce qu'elle produit. Alors peut-être que ici, elle s'est mise à refaire des films. Ça, il faudrait le savoir, etc. Bon, là, on nous dit la grève des acteurs Hollywood débute à minuit. Je sais qu'il y avait eu des grèves de scénaristes, etc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent impacter ce genre d'entreprise. En tout cas, bah, les genres d'entreprises qui font dans le cinéma. Alors après, la télé aussi, on nous dit que, en tout cas, en France, on sait que ce genre de business-là, ça marche pas beaucoup, hein. Je vous réfère aux graphes de TF1, BFM, enfin, faites un petit peu ce que vous voulez, vous regardez un petit peu les médias, vous voyez que ça ne fait pas d'argent du tout. Alors Paramount, est-ce que c'est un média? Non, donc ça c'est un bon point. Si on a de nouveaux subscribers qui continuent d'augmenter, c'est un bon point. Si on arrive à augmenter les marges, c'est un bon point. Donc potentiellement une entreprise à mettre en watchlist. Un jour, potentiellement, elle sera profitable, je le pense, parce que Paramount, c'est quand même un sacré catalogue. On va regarder ça tout de suite. Là, par exemple, on va regarder qu'est-ce qu'on va nous sortir. Vous voyez qu'on a les Missions Impossibles, on a les Transformers, Donjons et Dragons, Scream, Babylone, Smile. Bah, ça, c'était un film pour les enfants. Je l'ai vu quand j'étais petit, Top Gun, etc. Donc, on est quand même, voilà, on est sur deux assez gros films. En conclusion, je pense que Paramount n'est pas forcément une bonne entreprise bien gérée par des managers, mais par contre, si on regarde en profondeur et les acquis qu'elle a, l'entreprise, on voit un sacré catalogue. On a eu des très très gros acteurs, donc potentiellement des films qui peuvent continuer à plaire et à replaire sur des abonnements comme Paramount. Après, est-ce que les gens sont là que pour voir ce genre de film, même si c'est quand même énormément diversifié? Comme on pourrait le dire, ce serait comme vous dire oui, je vais acheter une entreprise parce que j'ai énormément de croyances, ou plutôt d'en acheter plusieurs, même si l'entreprise sur laquelle vous avez beaucoup de croyances est diversifiée. Le mieux, en tant que consommateur et même en tant qu'investisseur, ce sera toujours de diversifier. Ça veut dire que Paramount ne pourra pas avoir, même s'ils ont plus de catalogues que Netflix, que nanana, on sera toujours, même si c'est diversifié au sein, on aura toujours l'envie d'avoir du Disney, d'avoir du Netflix, d'avoir du Canal, d'avoir du HBO, etc., etc. Donc, il faut faire très attention sur ce genre de plateforme, même si on nous dit qu'il y a des nouveaux subscribers, etc. Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas des subscribers sur 1 mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur 12 ans? On ne sait pas, donc ça, il faut le regarder dans les rapports financiers. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.